Bonsoir à toutes et tous, bienvenue pour ce webinaire de rentrée où nous allons évoquer les opportunités et prévisions pour votre épargne dans le contexte actuel. Mais avant de commencer, je vous rappelle l'avertissement habituel. Les produits dont nous parlerons ne sont pas garantis en capital. Les revenus potentiels peuvent varier à la hausse ou à la baisse et les performances passées, et nous appuierons sur certaines performances passées, ne préjugent pas des performances futures. Je vous propose le déroulé suivant pour ce soir. D'ailleurs, je me permets de rappeler que si vous avez un problème de connexion, si vous êtes sollicité par ailleurs, vous pourrez revisionner ce webinaire, il vous sera envoyé, il sera disponible. Vous pouvez également poser des questions dans le fil de discussion qui se situe sur la droite de votre écran et nous tâcherons de répondre à un maximum de questions avec les différents intervenants que vous voyez à l'écran en fin de webinaire. Donc on va commencer avec Olivier et l'épargne en obligation. On évoquera également l'épargne en action, puis Philippe Servézy nous rejoindra pour parler de l'épargne en immobilier et enfin Alexis Trigo qui viendra faire une synthèse de cela et qui lui pourra parler d'un produit qui est garanti notamment et qui est le fonds en euros. Pour commencer, donc, je suis avec Olivier. Bonsoir Olivier. Bonsoir Baptiste. Bienvenue. On va commencer tout de suite avec l'épargne en obligation. Mais peut-être avant cela, on peut rappeler, parce qu'on a parlé du contexte, et le contexte il est mouvant. On a des conflits armés dont on parle déjà et dont on a évoqué les conséquences notamment depuis le printemps, l'hiver 2022. Les droits de douane, vous n'êtes sans doute pas passé à côté. L'instabilité politique en France encore récemment, et puis des inquiétudes sur les retraites. On verra l'impact que ça peut avoir sur l'épargne. Voilà, une fois ce tableau dressé, je pense qu'on peut parler des impacts sur l'épargne en obligation et on s'attardera sur l'épargne en obligation à haut rendement puisque c'est votre spécialité et je dis vous parce que tu n'es pas tout seul à travailler sur cette expertise-là. Un début d'année chahuté, c'est le titre de la diapositive suivante. Tout à fait. Non, c'est vrai qu'on est dans un monde de crises multiples, une crise d'une certaine façon chasse l'autre et sur l'année 2025, il y a eu du point de vue des marchés financiers un moment de stress important qui a été autour de mars-avril et bien l'introduction de droits de douane par l'administration américaine. Et ce qu'on a voulu montrer là, c'est d'abord revenir un peu pour en mesurer les conséquences sur les grands marchés financiers et ensuite surtout de regarder ce qui s'était passé sur notre marché de prédilection dont tu as parlé, le marché du haut rendement, pour voir comment il avait réagi et éventuellement quels enseignements on pouvait en tirer. Donc la première chose, voilà, c'est de regarder, donc en effet, pas mal de stress, forte baisse sur le marché action, près de moins 17% sur l'Eurostoxx 50, moins 19% sur le S&P, moins 23% sur le Donc Nasdaq. là, juste parce qu'on a des clients, on a des partenaires qui sont connectés ce soir. L'Eurostoxx 50, c'est un indice des 50 plus grandes entreprises européennes. Tout à fait. Et le S&P 500, c'est les 500 plus grandes entreprises américaines, tandis que le Nasdaq, ce sont les entreprises technologiques américaines. Voilà. Donc c'est les plus grands indices mondiaux, donc une baisse significative. Si on se tourne côté matières premières, eh bien on voit que pendant cette période-là aussi, mars-avril, le pétrole a été presque en chute libre, moins 25%, et à contrario, une envolée de l'or, 30%, qui est en général un signe de stress et de volonté des épargnants de se tourner vers leurs refuges. Dernier point, c'est ce qui s'est passé sur le marché de la dette souveraine, où là aussi on a eu le 5 mars 2025. Donc les obligations que les États émettent pour se financer. Exactement. Et là en l'occurrence c'est l'État allemand, donc qui est quand même vu comme étant l'État le plus robuste, presque des pays développés peut-être. Le plus sérieux dans la gestion de ses finances. Exactement. Et là, ce qui s'est passé, c'est que dans la foulée de l'annonce par le gouvernement allemand d'un plan de 800 milliards d'investissements pour la défense et les infrastructures, il y a eu un mouvement de tension sur le marché obligataire très fort, avec en effet la plus forte hausse du rendement sur la dette allemande en une journée depuis la réunification. Donc, en effet, ces trois, je dirais, petites photos des différents marchés dont on a parlé pointent, je dirais, un niveau de stress quand même assez élevé. Et la question, c'est comment ça s'est déroulé sur notre marché à rendement à nous. Voilà. Oui, en fait, c'est ce que tu dis, c'est qu'il y a eu des baisses, mais on va voir juste après que ce sont des baisses qui n'ont pas duré tant que ça, finalement. Voilà, c'est surtout, il y a deux éléments à prendre en compte. C'est d'abord que la baisse a été
assez faible, puisqu'on voit que sur le marché du rendement européen, on est sur une baisse maximale de à peine 3%. À l'écran, on a l'impression que c'est une baisse qui est forte, mais en fait, on voilà, passe de 100 à 97. Quand on lit, on voit 3,3. Donc à l'échelle de ce qu'on a vu sur le marché action, plus de ce qu'on voit à côté, en fait, c'est très modéré. Pour dire les choses de manière aussi très simple, si la baisse avait été en ligne avec ce qui s'était passé, ce qui s'était produit dans le passé face à des baisses de ce type sur le marché action, on aurait été plutôt à -6. Donc en réalité, on a eu une baisse qui était inférieure de moitié à ce à quoi on aurait pu s'attendre. C'est pour ça qu'on dit la robustesse du haut rendement. Voilà. Et l'autre élément qui est intéressant, c'est que cette baisse déjà faible, alors c'est lié aussi évidemment, eh bien elle a été effacée en 25 jours. Ce qui là aussi depuis 20 ans est l'effacement le plus rapide à la suite d'une baisse de plus de 15% des Et qu'est-ce qui explique cette reprise rapide? C'est qu'on a eu des réponses, enfin, les marchés ont eu des réponses, les intervenants ont eu des réponses? Il y a deux choses qui vont l'expliquer. La première, c'est qu'en fait, ce rebond, eh bien, de fait, il a été valable sur à peu près toutes les classes d'actifs. Et qu'est-ce qu'il a expliqué? C'est ce qu'il y avait dans la précédente slide, c'est que à peine une semaine après avoir annoncé des droits de douane entre guillemets stratosphériques, l'administration Trump est revenue en arrière pour suspendre ça et pour dire, bon, en fait, c'était un effet d'annonce et pas forcément ce qu'on cherche. Donc là, les marchés qui étaient pris de panique sont revenus, entre guillemets, plus rationnels et donc ont pris en compte un scénario qui était beaucoup moins sombre que ce qu'ils envisageaient initialement. Et pardon, mais c'est intéressant ce que tu dis. Souvent, et en fonction de l'actualité, on te contacte en disant « Ouh là là, c'est la panique, les marchés dégringolent ». Et quand on parle des marchés, on parle des marchés financiers, des marchés actions. Et souvent, tu nous expliques que oui, ok, mais que finalement, sur les obligations à haut rendement, les conséquences ne sont pas... Alors, c'est exactement ça. En général, vous êtes assez serein vis-à-vis de tout ce que l'on peut lire et entendre. C'est vrai. Alors, il y a deux raisons. D'abord, c'est structurellement un type de produit financier qui est moins volatile, moins risqué, entre guillemets, donc moins volatile, c'est que ça bouge moins, c'est moins sensible à la conjoncture, c'est moins sensible, je dirais, aux effets de spéculation et ainsi de suite. Donc c'est de toute façon plus robuste, on dirait. Mais dans ce cas précis, ça l'est encore plus depuis un certain temps, pour les raisons qu'on voit sur cette slide. C'est qu'à la suite du choc de 2022, bien, les rendements de ce marché-là sont redevenus attractifs, historiquement parlant. Donc ça a amené des investisseurs. Cet afflux d'argent a entraîné une balance plus équilibrée que dans le passé entre achats et vendeurs, et donc un soutien des prix et en fait une baisse justement de l'amplitude de variation des mouvements qu'on pouvait avoir sur ce marché. Autre point très important, il y a eu aussi une forte amélioration de la qualité par rapport à il y a 15 ans des entreprises qui se financent sur ce marché. Et ça, c'est aussi un discours qu'on tient depuis un certain temps, de dire que, contrairement à ce qu'il apparaît parfois dans la presse ou, je dirais, chez les gens bien informés... Non, mais même rien que le nom, on parle d'obligations à haut rendement. En général, quand il y a un rendement élevé, c'est ce qu'on apprend à l'école. Un rendement élevé veut dire risque élevé. Exactement. Et là, en fait, la manière dont peut-être il faut voir les choses, c'est que le rendement est élevé, c'est sûr, c'est le rendement le plus élevé, je dirais, de l'écosystème obligataire. Mais nous, ce qu'on pense, et ce que ça a démontré depuis un certain temps, c'est que l'accroissement du rendement est bien supérieur à l'accroissement des risques par rapport aux autres marchés. Donc voilà. Donc là, c'est ce qu'on essaye de montrer. Et dernier point qui n'est pas totalement, je dirais, neutre dans le contexte actuel, notamment de crise des finances publiques, c'est que c'est aussi un marché qui a une très faible sensibilité au taux d'intérêt. C'est le marché obligataire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça veut dire que, eh bien, même s'il y a des tensions sur les taux d'intérêt des emprunts d'État, on peut peut-être prendre un exemple récent. La France ou l'Allemagne. Oui. Comme la plupart du temps, ces tensions, en fait, sont plutôt, vont s'illustrer plutôt sur ce qu'on appelle dans notre jargon la partie longue de la courbe, c'est-à-dire au point 10 ans. Voilà. Parce que classiquement, on peut emprunter à 5, 1 an, 7, 3, 10. 5, 7, tout ce qu'on veut. Voilà. Et en fait, quand il y a une inquiétude, notamment fiscale, c'est plutôt sur un horizon assez long, c'est-à-dire après 7 ans, que vraiment on va retrouver ces tensions obligataires. Il s'avère que le marché du haut rendement, c'est un marché dont la maturité moyenne, dont la durée de vie moyenne des obligations est de l'ordre de 3 à 4 ans. Et donc, il est vraiment beaucoup moins affecté que les autres marchés obligataires par ces tensions sur les taux d'intérêt. C'est aussi pour ça, je t'interromps, excuse-moi 30 secondes, qu'en 2022, c'est aussi le marché qui a le mieux résisté au choc.
Voilà, parce que c'est le marché en fait le moins sensible à ces sujets-là. Non, mais ça explique pourquoi, quand on a vu que la France, à 10 ans, l'État français empruntait à 4,5%, si je ne dis pas de bêtises, nous, on t'appelait en disant quelles conséquences, quel impact sur les fonds obligataires que vous gérez avec l'équipe. Et en fait, non seulement tu expliquais que la part de la France était déjà inexistante dans les portefeuilles parce que c'est de l'obligation d'État et ce n'est pas ce que vous faites. Et par ailleurs, la France est un tout petit marché finalement, voilà, même si de notre fenêtre. Exactement. Il y a plein de raisons qui font que, en fait, les effets, je dirais, de contagion des soucis fiscaux français sur le marché du rendement sont en fait très faibles. Et pour l'instant inexistants, pour appeler un chat un chat. Et peut-être qu'on peut apporter des preuves à ce que tu viens de dire, c'est l'engouement des entreprises. Tout à fait, et ça, on ne l'a pas encore évoqué, c'est l'engouement des entreprises justement pour se financer via de nouveaux emprunts, on appelle ça des émissions. Oui, tout à fait. Tu peux peut-être développer. Oui, exactement. Et ça, c'est l'autre élément qui illustre que, en fait, ce stress dont on a parlé sur les marchés financiers globaux, a très vite été balayé par le marché du rendement, puisque le mois de juin 2025, en fait, a été le mois où il y a eu le plus d'émissions obligataires, donc le plus d'emprunts levés par les entreprises auprès des investisseurs depuis que ce marché existe, c'est-à-dire depuis 2004. Voilà, c'est le mois le plus fort, avec un peu plus de 20 milliards d'offres d'obligations qui ont été achetées par les investisseurs. Donc là, on a un exemple de 4 entreprises. Asda, c'est l'équivalent, on va dire, de Carrefour au Royaume-Uni. Trivium, une des leaders mondiaux de l'emballage métallique, tout à fait. Urbaser, en fait, c'est un concurrent de Veolia ou de Suez pour les services aux collectivités locales. Et enfin, c'est MACGM que tout le monde connaîtra, un des leaders mondiaux et une des entreprises qui s'est le mieux sortie du Covid de mémoire. Et donc ça, c'est vrai, c'est une autre illustration du fait que, il y a un appétit des investisseurs, une volonté des entreprises et que, en effet, la crise politique française et la crise fiscale française, pour l'instant, n'affecte pas du tout. Voilà, pas du tout. Non. Carrément. Et donc à présent, les performances, de la gamme. Exactement. Alors, les performances de la gamme, donc là, c'est ce que vous voyez sur votre écran. 2 précisions. La première, c'est que les performances ne sont qu'au 15 septembre, donc il n'y a pas 12 mois. Donc c'est pour ça qu'en dessous, on a mis aussi les performances de 12 mois précédents. Les fonds sont aussi classés par ordre de risque. Oui. Même s'ils ont la même échelle de risque. Tout à fait, mais parce qu'en fait, l'échelle de risque AMF est en fait trop restreinte de notre point de vue, et donc elle ne permet pas de capter les granularités que nous on a dans donc l'échelle de risque AMF, c'est l'autorité des marchés financiers qui permet de calculer le niveau de risque entre 1 et 7. Entre 1 et 7. Donc, et en fait, 1 étant le moins risqué et 7 étant le plus risqué. Tout à fait, exactement. Et donc là, en effet, tous les fonds sont à 2 sur 7, ce qui est aussi, cela dit, une des illustrations très concrètes de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a du fait que ça résiste, peu importe le contexte finalement. Exactement, voilà. Et donc là, donc vous avez tous les fonds comme ça. Donc performance sur moins de 12 mois. Ensuite, pour justement que ce soit un peu plus clair, on a mis les 12 mois roulants et aussi la performance 2024. Alors un point qui est important de souligner, et ceux d'entre vous qui ont été là quand on a présenté nos résultats 2024 se souviendront peut-être que quand on nous a posé la question, comment envisagez-vous 2025, on a tout de suite dit que 2025 ne pourrait pas être au niveau de 2023. Compte tenu de la baisse des taux qui était engagée depuis 18 mois. C'est-à-dire que 2023-2024, c'est des années exceptionnelles pour le marché du rendement. L'année 2025 est une année de normalisation, et c'est ce qu'on retrouve dans les performances. Donc si on regarde sur 12 mois, effectivement, c'est un peu plus faible, mais on reste à des niveaux peut-être bien plus élevés que ce qu'on avait pu connaître jusqu'à avant 2022. Tout à fait, ça c'est certain. Très bien, merci Olivier. À présent, les 2 fonds, les 2 produits thématiques, on va dire. C'est la même histoire, sauf que ce produit-là, c'est un fonds ISR, donc c'est le fonds labellisé ISR pour... Donc investissement socialement responsable. Exactement, tout à fait, excuse-moi. Et puis l'autre fonds Corum Butler Entreprise, ça c'était notre fonds daté, et qu'on a fermé il y a maintenant 15 mois, à partir du moment où il est apparu que, vu l'horizon d'investissement qu'on avait retenu, qui était 2029, il aurait été devenu très difficile de pouvoir remplir cette fameuse promesse qu'on avait donnée aux investisseurs d'avoir performance nette d'au moins 5%. Et donc, on l'a fermé. Et là, c'est pareil, il continue son petit bonhomme de chemin. Depuis son lancement, objectivement, il est
Oui, il avait pris voilà. en plus Voilà, pas mal d'avance. Beaucoup d'avance, et donc là, voilà, ça continue, 5,72 sur 12 mois, donc on est tout à fait... Et effectivement, on l'a fermé de mémoire en avril l'année dernière, parce que les taux commençaient à baisser, et toi et l'équipe, vous nous avez dit, on a fait une promesse, si on continue, on ne pourra pas la tenir, donc on a pris la décision de fermer à la commercialisation. Il vit toujours, il est toujours géré, mais il n'accepte plus de nouveaux capitaux. À présent, Rosetta, Quorum Life Rosetta, et on va parler d'actions, puisque ça fait 1 an maintenant. Rosetta va bientôt fêter ses 1 an. Exactement. Que les actions ont été intégrées à Quorum Life Rosetta. Oui, tout à fait. Alors justement, j'aimerais revenir rapidement sur la genèse justement de la création de Rosetta. Et l'objectif du groupe, c'était vraiment à la fois, comme on l'avait fait précédemment, de s'appuyer sur les expertises historiques, l'immobilier évidemment, et puis le rendement, mais aussi de donner je dirais, une exposition pour les clients qu'ils souhaiteraient, pour les épargnants qu'ils souhaiteraient, à la classe d'actifs actions qui manquait un peu dans notre gamme. Et donc, on a vraiment construit un produit qui injecte une dose d'exposition au marché action, mais qui soit aussi toujours géré dans le contexte de ce que chez Quorum on aime faire, c'est-à-dire d'éviter quand même des prises de risque significatives et d'éviter d'avoir une trop forte, je dirais, exposition et sensibilité au mouvement des marchés financiers. Donc c'était ça l'objectif de Rosetta. Donc c'est intégrer les actions, mais sans faire prendre un risque de perte en capital trop élevé. Exactement. Donc l'idée générale, c'était d'arriver, en associant ces différentes classes d'actifs, à faire baisser le niveau de risque et aussi en pilotant d'une certaine façon le niveau d'exposition au marché action pour, en cas de problème, que justement cette baisse qu'on pourrait voir sur les marchés ne se répercute pas de manière trop significative sur le fond. Voilà. Ok, donc il y a la part épargne en immobilier où c'est la SCPI Quorum, et le reste obligataire, obligations d'État ou en tout cas d'entreprises très bien notées. En fait, on a toute la gamme des obligations. Exactement. On n'a pas, là aussi, ce qui était un peu une nouveauté, c'est qu'on n'a pas que des obligations à rendement. Oui. On a aussi des obligations d'État et des obligations qu'on appelle investment grade, qui sont en fait entre les deux. Voilà. Qui sont les très grandes entreprises, les moins risquées, on va dire. Exactement. Et donc, qu'est-ce que cela donne 1 an après? Parce qu'on peut commencer à regarder dans le rétroviseur, même si les performances passées... Voilà. Ce qui est intéressant, je veux dire, tout à fait. Mais ce qui est intéressant là, c'est de voir qu'on a eu d'une certaine façon la chance que ce qu'on espérait et ce qu'on vendait d'une certaine façon... C'est minorer votre travail, mais... ...se soit produit. C'est-à-dire qu'à la fois... Donc là, ce que vous voyez sur cette slide, c'est qu'on a comparé... la formule Quorum Life Rosetta avec le fonds Quorum BHY qui était le fonds le plus dynamique de la gamme obligataire. C'est celui qui était le plus à droite de la diapositive. Tout à fait, exactement, et qui a en général les résultats les meilleurs dans les marchés haussiers. Bon, voilà. Et donc l'objectif, c'était de se dire on va essayer d'avoir un niveau de risque de l'ordre de celui de ce fonds-là, mais avec un peu plus de performance. Et là, pour la première année, c'est exactement ce qui s'est produit, parce que là, vous voyez, dans la baisse, la formule a fait exactement comme Quorum BHY, mais par contre, il a bénéficié de ce rebond action qu'on a vu et qui l'a porté un peu plus haut. Voilà. Et donc, concrètement, sur cette première année, je crois que Quorum Life Rosetta va avoir 1 an dans... Demain. Dans 24 heures. Est-ce que tu peux nous donner sa première performance? Tout à fait. En fait, elle est de 6%. Voilà. Okay. Ce qui, là aussi, est en ligne avec ce qu'on espérait, voire un tout petit peu au-dessus. Un tout petit peu au-dessus, parce qu'on s'était dit autour de 5,7, je crois. C'est ça. Ok, très bien. Écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup, Olivier. Tu reviendras pour les questions et les réponses, j'espère. Voilà. Et c'est Philippe. Merci à toi. C'est Philippe qui va venir nous parler d'immobilier, les impacts, les opportunités liées à ce contexte, que ce soit en France, en Europe, mais aussi aux États-Unis. Bonsoir Philippe. Bonsoir Baptiste. Bonsoir à tous. Bienvenue. On va parler d'immobilier, comme prévu. Une légère reprise. Une légère reprise, ou plutôt une fin de baisse, on va dire, un point bas qui a été atteint en 2024. On en a souvent parlé avec la hausse des taux d'intérêt, évidemment, en corrélation. Les prix de l'immobilier ont fortement baissé, ce qui a généré des opportunités. Et puis, la courbe des taux s'est inversée depuis maintenant quasiment 1 an. Les taux d'intérêt ont baissé à nouveau, puisque l'inflation a été
mise sous contrôle. Et la conséquence de ça, c'est qu'on a atteint un point bas et qu'on a une reprise très légère, comme le montre cette diapositive, avec une légère reprise 4%. Mais il y a encore beaucoup d'opportunités. On voit qu'on est encore quand même sur un point bas. Et donc on a su, on va le voir après, dans ce contexte, saisir ces opportunités. On va le voir à l'écran, c'est 3 milliards d'euros qui ont été investis. Depuis l'été, oui, depuis l'été 2022. C'est important de préciser pourquoi on écrit juillet 2022 et pourquoi pas 1er janvier 2022 ou... Alors en fait, l'inflation a commencé à frapper dès la fin de l'année 2021. Elle a été ensuite amplifiée par le début de la guerre en Ukraine en février 2022. Et les taux ont commencé à fortement monter à partir du printemps 2022. Et ça a commencé à se matérialiser au niveau des prix au cours de l'été 2022. C'est pour ça qu'on considère que l'été 2022 était un point d'inflexion dans les prix de l'immobilier. Alors, ça a été différent selon les marchés. Il y a certains marchés où ça a été plus rapide que d'autres, mais on considère qu'il y a eu une baisse des prix à compter de l'été 2022. Qui dit baisse des prix dit moins de concurrence, dit bonnes affaires à réaliser, encore faut-il avoir de l'argent. Et c'est là que côté Quorum, on a eu beaucoup de chance grâce à la confiance de nos épargnants, puisqu'on a pu collecter et investir depuis l'été 2022. Donc collecter, c'est l'épargne qui nous a été confiée. Et que tes équipes ont pu investir. Et donc 3 milliards d'euros, ce qui représente quand même quasiment 50% de l'épargne qui est gérée en immobilier chez Quorum. C'est quasiment 7 milliards aujourd'hui. Donc c'est quelque chose de très important puisque ça nous a permis de renouveler en fait le stock d'immeubles de nos SCPI. Et avec des rendements plus élevés. Exactement, avec à la fois des prix plus faibles puisqu'on était en cycle bas et des rendements plus élevés. Donc ça nous permet de continuer à générer de la performance chaque année, la distribution tous les mois, et aussi de préparer les plus-values de demain. Et ça, c'est très important. Ça protège aussi le capital qui nous est confié en achetant à ces prix-là. Absolument. C'est finalement les rendements élevés qui protègent le mieux. Exactement. Ok, merci Philippe. Un point particulier sur le secteur du bureau et le bureau en Ile-de-France. On l'a peut-être vu pour ceux qui nous suivent régulièrement, on a investi assez massivement sur les bureaux, notamment depuis 2020, parce qu'on nous a dit qu'il fallait plus acheter de bureaux, qu'il y avait plus d'utilisation de bureaux. On a toujours eu une ADN contre-cyclique, c'est-à-dire qu'on aime acheter quand le pays ou la typologie d'immeuble n'est pas trop à la mode. Pourquoi ? Parce qu'en général, les prix sont moins chers. Donc ça a été le cas dans le passé. On ne va pas revenir sur... On l'a déjà dit plusieurs fois, on a beaucoup investi par exemple dans le sud de l'Europe entre 2013 et 2016, quand c'était une région qui souffrait beaucoup. Et là, c'est un autre exemple, puisque effectivement, suite au Covid-19, beaucoup de gens ont délaissé le bureau à cause de l'essor du télétravail, pour, par exemple, la logistique, qui était très recherchée par les investisseurs avec l'essor du e-commerce. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une baisse importante du montant des investissements dans le bureau en Ile-de-France. Et donc, forcément, qui dit moins d'investissement, dit des prix qui chutent. C'est la loi de l'offre et de la demande. On voit que le bureau moyen en Ile-de-France dépassait 8 000 € du mètre carré. On est aujourd'hui légèrement en dessous des 6 000 € du mètre carré. Donc c'est quand même une baisse relativement significative. L'autre élément qui est important, et ça va être montré dans la diapositive suivante, c'est que on avait, si je prends l'exemple de Quorum Origine, on avait arrêté d'acheter en France en fait depuis 2017 pour toutes nos SCPI quasiment, puisqu'entre 2017 et 2023, il n'y a eu aucun dossier réalisé en France. Quorum Orion a fait quelques acquisitions en 2023, les prix avaient commencé à chuter, mais Quorum Origine n'avait rien fait depuis 2017, donc on parle quand même d'une période de 8 ans sans investir en France. Et aujourd'hui, ça y est, le cycle immobilier nous permet à nouveau de revenir en France à un niveau qu'on juge intéressant en termes de prix à l'acquisition. Et donc, on a pu concrétiser cette acquisition à Courbevoie, avec un dossier qui a été signé, c'est tout frais, la semaine dernière. On voit qu'on a un immeuble qui a été signé. C'est un immeuble. On voit qu'on a une durée moyenne des baux qui est élevée pour la France. On sait qu'en France, on est habitué au fameux bail 3, 6, 9 avec des locataires qui peuvent sortir tous les 3 ans. Là, ce n'est pas le cas. Ils sont sécurisés en moyenne pour plus de 6 ans, 6,5 années. Okay. Et c'est un immeuble qui a été entièrement restructuré en 2022, c'est-à-dire qu'il est comme neuf. On a à nouveau les garanties constructeurs jusqu'en 2032. Voilà. Ok.
Tu sais ce que pensent certains de nos clients, certains associés de la SCPI. Pourquoi investir en France fiscalement, c'est plus douloureux? Alors, la première des choses, c'est qu'on va le rappeler quand même, la France aujourd'hui reste un des pays auxquels Quorum Origin est le moins exposé. C'était 3% avant cette acquisition, et on parle d'une SCPI qui fait plus de 3,5 milliards, donc ça ne va pas avoir non plus un impact si important que ça. En revanche, on a toujours dit qu'on ne faisait pas les investissements en fonction de la fiscalité. On n'a jamais vendu nos SCPI en fonction de la fiscalité, sinon on n'aurait fait que de l'Allemagne par exemple, qui est assez favorable. On a toujours dit qu'on jouait les cycles immobiliers et que ce qui nous animait, c'était de faire des bonnes affaires. Et pour le coup, on a considéré que c'était très compliqué de faire de bonnes affaires en France depuis 2017 parce que l'immobilier était trop cher, on l'a dit, répété, ça nous a amené à limiter notre collecte. Aujourd'hui, on considère qu'il y a vraiment de bonnes affaires à faire, que le marché français a corrigé. Et pour nous, c'est ce qui est le plus important. Et on est convaincu qu'en investissant en France dans le contexte actuel, on générera de la performance, de la plus-value dans les années à venir. Et je suis sûr que ça plaira à nos épargnants. Ok, merci. Et tu fais les transitions toi-même, puisqu'on a pris l'exemple des acquisitions, mais on va aussi donc des investissements. Mais on va aussi parler des ventes, parce que tes équipes sont aussi actives. C'est pas quelque chose de nouveau. Les contextes 2023 et 2024 n'étaient pas forcément les plus favorables à la vente. Néanmoins, il y a eu des ventes pour un peu plus de 50 millions d'euros en 2024. Et cette année, ça va être beaucoup plus. Cette année, il y aura plus de ventes parce que, comme on l'a montré, les prix sont stabilisés, voire remontent légèrement. Les taux d'intérêt ont baissé. Donc, il y a à nouveau plus d'investisseurs et donc plus d'argent, ce qui fait qu'on est beaucoup plus sollicité pour céder des immeubles. Et là, on vous a mis finalement notre stratégie de vente. On a toujours dit qu'on n'avait pas vocation à garder les immeubles trop longtemps. On les garde quand même un certain temps. Je rappelle que la SCPI, de toute façon, elle doit garder les immeubles à minima 5 ans. En revanche, quand on a réalisé le travail de gestion immobilière, qu'on réalise, je le rappelle toujours, en interne chez Quorum, avec des gens qui sont vraiment salariés de Quorum, que ce soit en France ou dans nos filiales à l'étranger. Et une fois que ce travail est fait, qu'on a par exemple renouvelé les baux et qu'on considère que l'immeuble est au maximum de sa performance, et bien là, oui, on envisage de céder pour justement cristalliser cette performance et redistribuer les plus-values réalisées, puisqu'on distribue l'intégralité le mois suivant la cession. Et donc on voit dans les grands chiffres qui sont dans cette diapositive que pour un total d'un peu plus de 480 millions d'euros d'achats, on a vendu pour un peu plus de 590 millions d'euros, ce qui veut dire qu'on a réalisé 105 millions d'euros de plus-value. Donc ça, c'est Quorum Origin et Quorum XL, puisque Quorum Orion à 5 ans cette année, donc pour l'instant, elle n'est pas à même de vendre. Et ça fait 23% de valeur créée sur les immeubles vendus. Ça, c'est exclusivement la différence entre les prix d'achat et les prix de vente. Sans compter les loyers. Les loyers qui ont été accumulés pendant ce temps. Donc c'est quand même une performance assez intéressante. Mais certains pourraient penser qu'on vend les meilleurs immeubles. Non, alors justement, tu parlais de cette année. Cette année, on va vendre, tout fonds confondu, pour environ 150 millions d'euros. Si on avait accepté toutes les offres qu'on a eues, on aurait pu vendre pour entre 350 et 400 millions d'euros. Je peux citer quelques exemples. On a reçu par exemple des offres sur certains hôtels qu'on a dans notre portefeuille, avec des baux où il reste encore 20 ans ferme, qui génèrent du 7,5 ou 8% de rendement pour nos fonds. On refuse, même si ça nous ferait générer de la plus-value. Si on pense qu'on peut encore améliorer la performance de l'immeuble, par exemple avec de l'indexation de loyer, on garde les immeubles. Donc oui, on accepte certaines offres quand on pense qu'on est au maximum de la performance, mais on en refuse également beaucoup. Ok, et donc effectivement, tes équipes sont actives, il y a une vraie stratégie de vente, de dégager des plus-values, écarter un risque, redistribuer la plus-value et réinvestir le capital. Et tu insistes parce que c'est une particularité Quorum ? Disons qu'historiquement, pour les SCPI, c'était toujours un peu un sujet tabou, la vente, parce que ça voulait dire qu'on se privait d'une partie du revenu, donc des loyers, du revenu locatif, donc aussi des frais de gestion, et que ça impliquait également d'avoir de l'argent qui revenait dans la SCPI, et donc il fallait réinvestir, donc réallouer le capital. Donc effectivement, on a beaucoup de SCPI qui historiquement gardaient d'anciens immeubles, au point que ces immeubles devenaient parfois pas obsolète, mais difficile à vendre et difficile à louer. Forcément, un immeuble, ça vit, ça vieillit, c'est pas un produit financier. Donc nous, on a toujours eu la conviction qu'il fallait faire un peu tourner ce patrimoine et savoir vendre les immeubles au bon moment pour justement cristalliser la valeur et que l'argent aille dans la poche de nos épargnants. Et on l'a matérialisé avec cette petite étude. On a pris les top 10 des SCPI selon leur capitalisation. Donc leur taille ? Exactement. Ça veut dire qu'elles ont réalisé des ventes sur les 4 dernières années. On l'a comparé à Quorum Origin.
Et on voit qu'il y a une différence de performance qui est assez importante puisqu'elles ont généré 172 millions d'euros en vendant pour 3,3 milliards, quand Quorum Origin a généré plus de 60 millions d'euros en vendant pour 360 Donc en vendant millions 10 fois d'euros. moins. Exactement. En vendant 10 fois moins, Quorum Origin a généré 3 fois moins. Donc c'est quand même assez important. Ce que ça veut dire, c'est que la moyenne de ces 10 SCPI a généré 5,5% de valeur, quand Quorum Origin a généré 21% de valeur. Et là encore, je pense que le fait de savoir vendre au bon moment, sans attendre, quand on est vraiment sur un cycle intéressant pour l'immeuble en question, c'est très important. Et c'est le cas de la dernière session, la dernière vente, pardon, oui, alors qui est intervenue à la fin de l'été. Un moyen de l'illustrer, c'est un cas concret. On a souvent eu des questions sur les fameux pays baltes, et qui, je rappelle, on a une exposition qui est inférieure à 3%. Donc une exposition, ça veut dire que ça représente ces pays, les immeubles situés dans ces pays représentent 3% de ce qui est détenu des loyers dans les SCPI. Exactement. Et donc là, et encore moins depuis cette vente, puisque on a vendu donc fin août cet immeuble situé à Vilnius, qu'on a vendu aux locataires. Il y avait une clause qui avait été prévue dès l'acquisition en 2019, où on pouvait demander aux locataires de racheter l'immeuble, moyennant un certain prix. Il y avait une formule qui avait été définie dans le bail, et donc ça nous a permis de générer une plus-value de 5,7 millions d'euros, brut de frais. Et la performance de cet immeuble, ce qu'on appelle le taux de rendement interne, le rendement généré ici, c'est plus de 12%. Donc vraiment, on voit qu'on peut aussi générer une très bonne performance. Donc le taux de rendement interne, c'est combien j'ai acheté, combien j'ai perçu de loyer pendant la durée pendant laquelle il appartenait à la SCPI, et combien j'ai obtenu en le revendant. Exactement. Okay. Donc un TRI de plus de 12%. Plus de 12%. Ok. Et on peut rappeler, la plus-value, elle a été distribuée juste après le 12 septembre. Le dividende mensuel qui lui est versé le 10. Voilà. Donc la plus-value a été distribuée un petit peu plus tard sous forme de virement à part, disons. Et il a été distribué au plein propriétaires, donc ceux qui ont acheté les parts pour toucher les revenus tout de suite, et aux nus propriétaires pour ceux qui ont opté pour le démembrement. Enfin, on est déjà le 22 septembre, donc je sais que tu n'as pas de boule de cristal. Néanmoins, on commence à avoir de la visibilité ou à connaître la performance 2025 à quelque chose près. On a un peu de visibilité, on reste évidemment très prudent. Ce qu'on peut dire à date, c'est que Quorum Origin fera plus de 6% en 2025. On peut même en rajouter un peu en disant qu'on fera mieux que l'année précédente. C'était 6,05 ? C'était 6,05, voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses en cours, et on a commencé à en montrer quelques-unes, mais il y a encore beaucoup de choses en cours. Pour Quorum XL et Quorum Orion, on peut dire qu'on sera aussi à minima dans les zones où on était l'an dernier. À titre de rappel, elles avaient toutes les deux réalisé 5,53. Là aussi, encore pas mal de choses en cours qui, si elles se réalisent d'ici la fin de l'année, peuvent aussi nous permettre d'améliorer cela. Et enfin, il y a Quorum USA, la petite dernière, où là, on devrait réaliser une performance de plus de 7% sur l'année 2025, avec encore également pas mal de choses intéressantes en cours. Et Quorum USA, on a souvent la question justement par rapport à la situation du dollar, les taux qui demeurent élevés, même si on a entendu une première baisse récemment. Est-ce que c'est toujours le moment ? Alors, ça peut paraître contre-intuitif parce qu'aujourd'hui, quand on lit des informations sur les États-Unis, on peut se dire, oh là là, il y a quand même beaucoup d'incertitudes avec Donald Trump, avec ce qui se passe actuellement. La réalité d'un point de vue purement d'investisseur, c'est qu'on n'a jamais eu un alignement de planètes aussi intéressant pour acheter aux États-Unis. Pourquoi ? Parce que les taux d'intérêt ils sont très élevés, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup moins de concurrence, donc que les prix de l'immobilier sont historiquement bas. Et en même temps, on a Donald Trump qui, par sa politique et notamment ses droits de douane, a fait complètement baisser le dollar. Ce qui n'était pas le cas au tout début quand on a lancé Quorum USA. Il a même augmenté. Exactement. Ce qui fait qu'on a un moment de marché qui est absolument extraordinaire, puisqu'on a des prix de l'immobilier qui sont bas et une monnaie qui est historiquement basse. En fait, on n'avait pas connu ça depuis le moment du Brexit au Royaume-Uni. Donc c'est vraiment un moment dont on a envie de profiter et dont on est en train de profiter. Ok, très bien. Merci beaucoup. Merci Philippe. Tu reviendras dans quelques minutes pour répondre aux questions. Avec plaisir. C'est Alexis Trigot que je vais accueillir pour évoquer l'épargne vie et retraite. Bonsoir Alexis. Bonsoir Baptiste. Bonsoir à toutes et à tous. L'épargne vie et retraite, qu'est-ce que l'on met dans ce titre ? L'assurance vie bien entendu, et aussi le plan épargne retraite qui avait été lancé il y a un petit peu plus d'un an. Et c'est souvent à cette période de l'année, en septembre et jusqu'au 31 décembre, qu'on se repenche sur le sujet de la retraite. Quorum Life, quelques chiffres. Quorum Life, c'est une compagnie qui a 5 ans aujourd'hui ? Oui, déjà 5 ans. C'est vrai que c'est la compagnie d'assurance du groupe Quorum. C'est une compagnie qu'on a créée donc en 2020, qui a déjà bien grandi
parce que c'est plus de 25 000 épargnants qui nous font confiance. Donc merci à tous ceux et toutes celles qui ont déjà un contrat Quorum Life et ça représente en termes d'épargne gérée plus de 700 millions d'euros d'épargne, ça fait des chiffres très conséquents. Mais voilà, on a conscience de cette responsabilité. On vous a déjà parlé de nos 2 expertises avant, on va y revenir. Mais voilà, c'est une compagnie qui a déjà connu ces 5 années de croissance. Quand on crée au départ Quorum Life, c'est une idée simple de réunir finalement nos 2 expertises historiques au sein d'un contrat performant, compréhensible, accessible, mais peut-être le plus simple possible pour que ça puisse répondre à vos projets de vie, à vos projets d'épargne. Et c'est comme ça qu'en tout cas, on a imaginé cette offre-là. Peut-être qu'on peut s'appuyer sur quelques chiffres, oui. Sans oublier l'avertissement que je faisais en introduction. Mais pour expliquer, Quorum Life a 5 ans, mais oui. Qu'est-ce que ça a donné justement par rapport aux promesses initiales? C'est vrai, c'est intéressant de regarder les performances qu'ont pu avoir nos formules, parce que dans Quorum Life, que ce soit l'assurance vie, le plan d'épargne retraite ou le contrat de capitalisation. Oui, on retrouve les mêmes. Exactement, on peut faire des formules, c'est-à-dire que c'est des répartitions d'épargne qui sont déjà proposées pour nos épargnants en fonction de leurs appétences. La première que vous pouvez voir à l'écran, c'est Quorum Life Entreprise. C'est une formule qui a une dominante obligataire. Et on voit que finalement, depuis son lancement, la performance annualisée, elle est de 6%. Cet objectif, il est en ligne avec ce qu'on avait prévu au lancement de cette formule. À côté de cette première formule, on a une formule qui est avec une dominante plus immobilière, où on retrouve nos SCPI dans Quorum Life IMO. Et cette performance de Quorum Life IMO, on est à nouveau dans l'ordre de grandeur attendu, parce qu'on est à 5,8%. Et la dernière formule, qui est la plus simple, la plus restreinte, qui a 50% de sa composition en obligation avec BCO, 50% avec Quorum Origine, la SCPI historique. Restreinte, non, mais avec moins de lignes à l'intérieur. Oui, la plus, la plus simple à appréhender peut-être, ou qui évite d'avoir un choix affirmé, parce que là on est vraiment à 50-50 entre l'immobilier et l'obligataire. Et là on est pareil, à 5,7%. Donc, alors ces chiffres, ils sont assez équivalents. Pourtant, on n'a pas du tout été dans les mêmes environnements économiques sur les 5 dernières années. Si on regarde l'obligataire ou l'immobilier, on vient de vous en parler. Néanmoins, on voit que cette performance, si elle est regardée sur une période un peu longue, elle est assez stable. Et je pense qu'aujourd'hui, tu évoquais un peu l'incertitude, surtout celle qu'on connaît depuis le début de l'année, mais qu'on connaît maintenant depuis malheureusement plusieurs années. C'est important d'avoir une stabilité de son épargne, surtout quand on constitue cette épargne dans le cadre d'un projet de vie futur. Donc notre recherche, en tout cas dans la gestion de ces formules, c'est d'avoir une stabilité. Et je reviens, et c'était des promesses initialement, sans garantie, c'est pas gravé dans le marbre, mais l'objectif était de réaliser une performance entre 5 et 7% Exactement. Dans la durée, et on voit que 5 ans après, c'est ce qui a été fait. On peut peut-être parler justement. Et encore une fois, l'année n'est pas terminée, mais néanmoins bien entamée. 2025, qu'est-ce que ça donne à date? Alors c'est vrai que si on se concentre sur l'année 2025, l'année 2025, elle a été à nouveau assez inédite. On parle d'abord de notre première formule. Olivier en parlait précédemment, mais c'est Quorum Life Rosetta. On voit que depuis le début de l'année, sa performance, elle est déjà à plus de 4%. Si on regarde sur une période de 12 mois, parce que vu que l'année, tu l'as dit, n'est pas encore terminée, on peut se projeter, mais on peut regarder aussi un peu en arrière. Sur une période de 12 mois, on est à 6% de performance avec Quorum Life Rosetta, ce qui est au-delà de l'objectif initial fixé, parce que pour rappel, Quorum Life Rosetta a pour ambition de délivrer une performance de 5,7% pour l'épargne de nos épargnants. Et le contrat, en tout cas sur les 12 derniers mois, il est rempli. Et on fait tout pour arriver à le remplir d'ici à la fin de l'année pour la performance 2025. Si on regarde maintenant les performances depuis le début de l'année pour Quorum Life IMO, on est à un peu plus de 3%. C'est une performance qui en plus est aidée par les revenus mensuels des SCPI qui composent cette formule. Donc on a cette progression qui va se poursuivre jusqu'à la fin de l'année. Et si on regarde sur les 12 derniers mois, on est à un peu plus de 5%. Okay. Sur la partie obligataire, on est également à un peu plus de 3% là, à date, à fin août. Et sur les 12 derniers mois, à nouveau, on n'a pas fait exprès, c'est un peu le fait du hasard, mais on est aussi à 5,2%. Et enfin, Quorum Life Essentiel, on en parlait un peu avant, mais là, sur l'année 2025, on est aussi à plus de 3%. Donc, toujours en ligne.
c'est Olivier qui évoquait tout à l'heure que lors de l'annonce de nos performances en début d'année, on avait prévenu que l'année 2025, elle serait différente de 2024. C'est le cas, mais même sur une période courte, parce que c'est 12 mois, avant regarder 5 ans, on est avec des performances tout à fait satisfaisantes et en ligne. Et c'est peut-être sur ça, sur le point sur lequel il faut insister, c'est qu'on est en ligne avec l'engagement finalement qu'on a pris avec vous et pour votre épargne, d'avoir cette performance située entre 5 et 7% en moyenne dans la durée. Et ça, c'est important de le rappeler parce qu'évidemment, tous les placements qu'on a évoqués, c'est des placements qu'il faut envisager sur une période assez longue. Et j'ai envie de dire peut-être encore plus en assurance vie et encore un peu plus quand on parle de retraite avec notre plan d'épargne retraite. Ok, merci Alexis. On va parler du fonds en euros. Oui, avec plaisir. Lancé à quel moment ? En 2023. Et là, c'est peut-être le seul moment où on peut parler de capital garanti. Oui, c'est ce moment-là. Oui. C'est un fonds euro qu'on a lancé en 2023. Alors, l'année 2023 n'est pas une année complète. Donc, la première année complète était l'année dernière, avec une performance de 4,65%. Il est encore un peu tôt pour vous donner la performance de 2025. J'espère ne pas créer de frustration sans afficher de performance aujourd'hui. En revanche, on va réaffirmer notre volonté de vraiment générer la meilleure performance possible avec notre fonds euro pour votre épargne. On a pour volonté de vraiment gérer au quotidien le fonds euro comme on le fait avec nos SCPI, comme on le fait avec nos fonds obligataires. C'est vraiment de le piloter dans un souci d'obtenir la meilleure performance pour votre épargne. Donc, on ne devrait pas être loin des premiers taux qu'on affiche pour 2023 et 2024. Il nous reste encore 3 mois. Donc, rendez-vous début 2025. Mais l'idée, c'est vraiment de maîtriser l'épargne. En fin d'année dernière, on a plutôt été prudent sur l'épargne qu'on a acceptée sur le fonds euro. On l'est toujours parce que on va peut-être pas rentrer dans le détail du fonctionnement du fonds euro, mais comme l'immobilier, comme les fonds obligataires, il y a des moments qui sont plus opportuns que d'autres pour investir l'épargne de nos clients dans le fonds euro. En fin d'année dernière, on avait un peu d'incertitude, les taux d'intérêt ont un peu bougé, mais on a encore des opportunités. Donc voilà, on le pilote comme l'ensemble de nos produits d'épargne. Et on indique sur la diapositive, toujours sans boost. Ça veut dire quoi ? C'est vrai que c'est peut-être pas parlant ou équivoque pour la plupart de nos épargnants. Beaucoup d'assureurs, un peu moins maintenant, mais depuis 2023 finalement, communiquaient sur des rendements sur le fonds euro, c'est-à-dire sur la rémunération de votre épargne. Ils offraient 1% de plus Exactement. Ou 2% de plus sur une certaine durée, c'est ça ? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'assurance vie, pour être comparée d'un assureur à un autre, le seul élément de comparaison, c'est le fonds euro. Parce que vous avez sinon une multitude de supports d'épargne dans votre contrat qui ne permet pas de comparer un contrat à un autre. Donc le seul élément de comparaison, c'est le fonds euro. Et les assureurs, exactement. Et les assureurs, pour finalement venir un peu booster, aider la rémunération de l'épargne de leurs clients, peuvent, ils ont le droit, ils peuvent finalement financer cette performance de fonds euro. Tu t'évoquais 1%, c'est assez vrai, c'était souvent cet ordre de grandeur qu'on constate beaucoup moins aujourd'hui, où l'assureur disait à un épargnant, si tu me confies une partie de ton épargne, mon fonds euro rapporte 3%, mais je te donne 1% de plus pendant 1 an, pendant 2 ans. 3%, c'est déjà ambitieux. Mais... C'est ambitieux. C'est vrai que la moyenne, on est plutôt à 2,5 entre 2023 et 2024. Et donc, ce qu'on veut dire, et tu fais bien d'insister sur ce point, c'est que notre fonds euro, quand on dit 4,45, 4,65 pour l'année dernière, c'est sans sponsor de la compagnie d'assurance. C'est-à-dire que c'est vraiment la performance intrinsèque de notre gestion du fonds euro. Ok, très bien. Merci Alexis. Alors, on n'a pas de chiffres, mais on a des perspectives. Exactement. Et non, l'idée, c'est, vous l'avez compris, quand on parlait des formules, c'était d'inscrire dans le temps cette performance. Pour le fonds euro, c'est exactement la même chose. Ok. Et en parlant de perspectives, justement, Quorum Life, est-ce qu'il y a des nouveautés ? On a vu que le fonds euro était relativement récent. Est-ce qu'il y a d'autres choses à attendre ? Alors, l'offre Quorum Life, elle a évolué sur les 5 dernières années. Au départ, on avait un contrat d'assurance vie. Ensuite, on a eu un PER. On a eu un contrat de capitalisation. On a le fonds euro qui est arrivé en 2023. On a des formules qui ont aussi évolué, qui sont venues compléter la proposition d'épargne pour nos épargnants. Je pense notamment à Rosetta. Aujourd'hui, notre contrat et notre proposition Quorum Life, c'est de garder des contrats lisibles, compréhensibles et finalement de laisser l'épargnant autonome dans ses décisions d'investissement ou avec son conseiller en gestion de patrimoine, mais de comprendre qu'est-ce qu'il fait avec son épargne. Et c'est vrai que élargir
de manière raisonnable et raisonnée nos contrats d'assurance. Ça a du sens. On a d'autres supports d'épargne qui sont pertinents. On ne peut pas encore effectivement révéler quels seront les prochains supports d'épargne, mais il y a des grandes catégories d'épargne qui ne sont pas encore dans notre contrat d'assurance vie. On a ajouté les actions depuis 1 an, le fonds en euros depuis 2 ans. 2 ans, oui. Il y a de l'immobilier, il y a des obligations, il y a d'autres classes d'actifs, d'autres grandes catégories d'épargne qui vont bientôt rejoindre le contrat. Je ne fais pas de mauvais teasing, mais il y a des choses qui ne sont pas encore totalement signées, mais qui sont en cours et qui effectivement permettront aux épargnants d'avoir un complément dans leur contrat. Ok, merci Alexis. Je pense que tu nous en diras plus un peu plus tard. Je propose de répondre à toutes vos questions, en tout cas peut-être pas toutes, mais un certain nombre de questions, et je les ai à l'écran. J'appelle Olivier et Philippe pour qu'ils nous rejoignent. Alexis, on va commencer par toi sur la partie assurance vie. La SCPI Corum USA va-t-elle bientôt être disponible en assurance vie? C'est une question. Et est-ce qu'il y a un intérêt fiscal de souscrire cette SCPI dans une assurance vie? Alors, on avait déjà eu la question au lancement de Corum USA. Et la réponse qu'on avait effectivement formulée est encore la même, c'est qu'on attend que la SCPI ait atteint un certain niveau de taille, c'est-à-dire d'épargne gérée, de patrimoine finalement. La barrière elle est autour de 100 millions d'euros pour venir intégrer la proposition dans les contrats d'assurance vie. Donc ça devrait rejoindre prochainement, enfin prochainement, tout dépend de la vitesse de croissance de cette SCPI, mais oui, il est prévu que Corum USA intègre Corum Life. Et d'un point de vue fiscal, Corum USA, même si elle a un territoire de jeu un peu différent des 3 autres SCPI, ça ne change rien. Ça reste dans le contrat d'assurance vie, il n'y aura pas de conséquences spécifiques à Corum USA. Ok, merci Alexis. Une question pour toi Olivier. Lucie M, les entreprises que vous avez présentées pour les obligations à haut rendement ne sont pas toutes connues. Est-ce que vos fonds financent également des entreprises françaises? Tout à fait, bien sûr. Et c'est vrai que d'habitude, on insiste beaucoup sur justement les entreprises françaises. Là, on a voulu changer un peu. Mais oui, dans les entreprises qu'on va financer, il y a par exemple Fnac, Picard, Kiloutou, Loxam, Forestia, Histoire d'Or, Iliad, SFR. Voilà. Par cœur. Donc il y a vraiment, et grosso modo, ça représente une quinzaine de pourcents. Alors on est un fonds pan-européen, un peu comme les CPI, et les pondérations évoluent en fonction de l'attractivité. Donc la part de chacune des entreprises évolue en fonction de votre stratégie et de vos convictions, de vos analyses. Ok. Une autre question pour toi, Olivier. Dans le contexte actuel, justement, et on en a parlé en introduction et on a essayé d'évoquer les conséquences qu'il pouvait avoir, quel fonds vous recommandez ? C'est toujours une question délicate. Disons que, en fait, vraiment, je pense que la bonne réponse, c'est de dire que ça dépend de l'appétit pour le risque de l'épargnant. Nos fonds, comme j'ai indiqué, ont des gradients de risque différents. Les gens qui sont le plus convaincus dans l'intérêt, par exemple, de la catégorie rendement, vont faire BHY. Ceux qui préfèrent jouer, mais faire attention, avoir un cliquet de protection sur l'épargne vont plutôt être sur BCO. Et ceux qui sont vraiment des fans de la garantie en capital pourront faire du fonds euro. Et toi, dans le contexte actuel, tu choisirais quel? C'est une bonne question. Moi, c'est vrai que le cycle quand même est un peu étendu, les rendements sont un tout petit peu moins attractifs que ce qu'ils étaient, donc j'aurais tendance à privilégier un fonds qui, comme BCO, qui va offrir des perspectives intéressantes tout en ayant quand même une faible sensibilité au risque des marchés financiers. Voilà. Philippe, vu que tu te permets de poser des questions, on va t'en poser également. Raymond L, de nouvelles SCPI réalisent des performances au-dessus de 7% et captent une bonne part de la collecte. Est-ce pour Corum une opportunité pour se relancer ou une menace? Je ne pense pas qu'on ait besoin de se relancer, parce que je n'ai pas l'impression qu'on soit... non, mais on n'a pas évoqué, le montant des investissements depuis 2022. Non, mais on n'a pas... Aujourd'hui, en fait, la société de gestion qui collecte le plus, on a les chiffres officiels du premier et du deuxième trimestre, c'est Corum encore. Donc aujourd'hui, on est quand même dans une dynamique qui est très bonne. On est de très loin la société de gestion qui a le plus investi, ce qu'on se disait depuis l'été 2022 avec nos 3 milliards. Donc je pense que c'est nous qui profitons le plus du cycle actuel. Après, si on regarde les taux de rendement,
Il y a eu, je crois, plus de 25 nouvelles SCPI sur les 18 derniers mois. Il ne faut pas comparer des choux avec des carottes. C'est-à-dire que, oui, il y a des SCPI qui font 7, 8, 9, je crois que même qu'on a atteint 10. Je rappelle que ça, c'est nous qui l'avons inventé avec Coram Eurion en 2020, qui a fait 10-40 la première année. Mais quand on regarde les classements, il faut aussi regarder, c'est pour ça que je parle de choux et de carottes, il faut regarder la capitalisation de ces SCPI, c'est-à-dire leur taille. L'épargne gérée. Exactement. On ne peut pas comparer Coram Origine qui fait plus de 6% avec 3,5 milliards d'épargne gérée et une SCPI qui vient de se lancer qui fait 200, 300 ou 400 millions d'épargne gérée. Oui, Coram Orion, on a fait 10-40 la première année avec à peu près 150 millions d'euros d'épargne gérée. Et c'était une année complète. Oui, c'était une année complète. Et la première chose qu'on a dit quand on vous a présenté les résultats, c'est attention, ça ne va pas durer. On bénéficie au maximum de ce qu'on appelle l'effet révolutif, c'est-à-dire du fait d'investir l'argent avant le fameux délai de jouissance. Parce que vous savez, quand vous investissez en SCPI, vous allez recevoir vos premiers dividendes au premier jour du 6e mois. Alors, ça dépend des sociétés de gestion. Donc il va y avoir un délai. Et si on arrive à investir cet argent avant ce délai où on vous paye du dividende, on crée en fait une surperformance. Cette surperformance, elle s'estompe au fur et à mesure que la SCPI grossit. Donc elle aura moins d'impact. Exactement. Donc en fait, s'il y avait aujourd'hui des SCPI de la taille de nos SCPI qui faisaient 7, 8%, etc., peut-être qu'on pourrait avoir une discussion de ce type-là. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Baptiste, est-ce que je peux donner mon avis? Parce que comme je suis totalement extérieur à toutes les problématiques immobilières, je me dis que ça peut valoir justement quelque chose. Moi, ce que je me dis, c'est que quand tu investis dans une SCPI, tu n'achètes pas des immeubles. Tu achètes une équipe de gestion. Et qui va t'emmener sur les 10 prochaines années. Et de ce point de vue-là, il n'y a aucune de ces néo-SCPI qui a les états de service de ce que Philippe et ses équipes ont réalisé depuis 15 ans. Donc moi, je pense que ce qui est vraiment important, c'est de se rendre compte que c'est vraiment la capacité qu'a démontré les équipes de Coram à saisir les opportunités, il y en a eu plein, éviter les crises. C'était également très important. Et c'est ça qui te donne l'espoir que pour les 10 prochaines années, tu seras entre de bonnes mains. Et le juge de paix, ce sera justement les prochaines crises, parce qu'en fait, ces nouvelles SCPI aujourd'hui n'ont traversé aucune crise, quand nous, je pense qu'on les a plutôt bien gérées. Voilà. On va pouvoir t'embaucher parmi les équipes commerciales, Olivier. Merci. Sébastien C. Allez, pour Philippe, une revalorisation des fonds SCPI est-elle prévue, notamment pour Coram Eurion? Alors, il n'y a rien de prévu. On fera, comme d'habitude, une campagne d'expertise en fin d'année qui va bientôt démarrer. C'est vrai que sur certaines de nos SCPI, il y a une forte différence entre la valeur d'expertise des immeubles, donc on appelle les valeurs de reconstitution, et le prix de la part. On verra en fin d'année où on en est. Aujourd'hui, on a plutôt la volonté de cristalliser véritablement la valeur en vendant des immeubles et en réalisant des plus-values. Cristalliser? Ça veut dire que l'argent va vraiment venir dans la poche de nos épargnants. C'est-à-dire que quand on vend un immeuble, on va distribuer tout de suite la plus-value, alors que si on augmente le prix de part, en fait, pour l'épargnant qui est déjà épargnant chez nous, il n'y a pas d'impact immédiat, en tout cas tant qu'il ne décide pas de vendre ses parts. C'est pour ça qu'on trouve que la cession est peut-être plus intéressante. Après, il y a aussi des contraintes réglementaires qui fait que si on se rapproche trop du fameux écart réglementaire de 10% entre la valeur de la part et les valeurs d'expertise du fonds, de toute façon, il faudra revaloriser. Voilà. Ok, merci. Une question pour Alexis et Olivier de Kervin P. Les rendements obligataires équivalents au rendement des SCPI pour recevoir des revenus réguliers, est judicieux de mixer les deux? Est-ce que c'est judicieux de mixer et l'obligataire et la SCPI? Je pense que tu as commencé à y répondre quand on a regardé justement dans le rétroviseur. C'est vrai, c'est judicieux parce que ça ne réagit pas avec la même temporalité. Je pense que, messieurs, vous en avez parlé un peu avant, mais c'est vrai que l'immobilier a un temps quand même un peu plus long que le parti obligataire. Donc la complémentarité de ces deux expertises, elle fait totalement sens dans les contrats. Oui. Il y a un autre élément, une caractéristique qu'on n'a pas évoquée, mais c'est que dans nos contrats d'assurance vie, on ne peut pas investir 100% de son épargne en SCPI. On peut le faire en obligataire, mais on ne peut pas le faire pour différentes contraintes, notamment des contraintes de liquidité. Mais la complémentarité, elle marche très très bien. Si vous vous rappelez de la performance qu'il y avait sur les 5 dernières années sur l'ensemble des profils, des formules, mais on voit cette complémentarité qui a tout à fait joué. Donc oui.
On l'a vu notamment l'impact en 2022 dans certains cas où ça avait plutôt tiré la performance à la baisse, mais en revanche, ça avait bénéficié dès 2023 avec un rebond assez significatif. Tout à fait. Merci Alexis. Une question pour toi Philippe, c'est la même personne. Sur Quorum USA, les indicateurs étant plutôt favorables, tu l'as dit, $1 bas, un immobilier bas, en tout cas historiquement bas, pourquoi un objectif de rendement qui demeure assez faible, c'est pas mes mots, de 4,5%? Alors en fait, l'objectif de rendement, il avait été fixé au moment où on travaillait sur la SCPI, à un moment où le dollar était beaucoup plus haut. Et donc, on a toujours dit chez Quorum qu'on était prudent. Et cette prudence, justement, elle nous incitait à être très prudents sur l'objectif de rendement. Donc on avait préparé cet objectif à un moment où on se disait attention, parce que s'il y a des fluctuations sur le dollar quand la SCPI est lancée et qu'elle a beaucoup acheté, ça peut avoir une incidence sur la distribution. Il se trouve, et là vous avez raison, que le dollar s'est déprécié beaucoup plus vite que ce qu'on pensait, ce qui est très intéressant pour nous, puisqu'on va pouvoir acheter là massivement sur un dollar beaucoup plus faible que ce qu'on pensait. Donc l'objectif de performance, il avait été fixé il y a plus d'1 an et il est ce qu'il est, mais c'est aussi pour ça que très rapidement, au cours de l'année 2025, je crois dès le mois d'avril, Baptiste, on a annoncé que cet objectif pour l'année 2025, il était revu à la hausse, à plus de 7%, et qu'on le confirme aujourd'hui. Et on n'hésitera pas à le refaire d'année en année, justement, en fonction du rendement des immeubles qu'on achète et également de l'évolution du dollar. Et si ça continue comme ça et qu'on fait 7% chaque année, on sera ravis. De toute façon, on a toujours dit qu'on se réservait toujours le droit de faire mieux que ce qu'on annonçait. Je rappelle que l'objectif de Quorum Orion, c'était 4,5% et qu'on a toujours fait mieux depuis 5 ans. Si on peut faire beaucoup mieux sur Quorum USA pendant 5 ans, on sera ravis de le faire. Et on s'en privera pas. Merci Philippe. Une question pour toi Olivier, et je vois que l'heure tourne. Monique B qui nous demande est-ce que c'est une bonne chose finalement de proposer tant de fonds diversifiés? On a parlé de Quorum Visio, BCO, Quorum BEHY, et les trois sont diversifiés. Oui, alors de notre point de vue, ils ont tous des profils différents. Ils ont tous des objectifs de performance différents et donc ils s'adressent à des besoins différents. Ensuite, moi je pense que c'est assez typé, mais peut y avoir des opinions différentes. On en a un qui était plutôt sur du court terme, du très court terme, qui était Visio, BCO qui est là qui est le fonds tout-terrain et qui peut affronter quelques tempêtes, disons, et il en a déjà affronté. Et BEHY qui va prendre un peu plus de risques. Je pense que ce qui est, pour ceux qui ont le temps d'avoir accès à nos documents, c'est de regarder comment les trois fonds sont comportés de 2022, 2023, 2024. Et vous verrez exactement les différences de comportement et de sensibilité justement au cycle. Ok, une question également sur l'immobilier. Philippe M, pourquoi les plus-values ne sont pas réinvesties et sont distribuées lors de la vente d'immeubles? Alors peut-être tu répondras sur l'aspect immobilier, moi je peux répondre sur la partie dividendes et à présent il est possible de réinvestir les dividendes issus des plus-values. Vous pouvez réinvestir vos dividendes, vous le savez depuis ou pas, et donc je vous l'apprends, réinvestir vos dividendes entre 1 et 100%, entre 0 et 100% sur vos espaces privés. Et justement, depuis quelques mois, on peut réinvestir ces plus-values automatiquement. Et Philippe, peut-être que tu peux répondre sur la partie plus technique. Déjà, il faut savoir que quand on vend un immeuble, par exemple, 30 millions d'euros, s'il a été acheté 25 millions d'euros, je prends l'exemple de Vilnius récemment, les 5 millions d'euros, enfin un peu plus de différence, c'est uniquement ça qui est reversé. Les 25 millions d'euros qui avaient été payés par la SCPI, ils reviennent dans la SCPI et ils sont réinvestis. Donc de toute façon, la partie qui n'est pas réinvestie, la plus-value, c'est toujours une part minime, sauf si on fait x2 sur l'immeuble, ce que je nous souhaite à tous. Voilà. Mais ensuite, sur la plus-value, nous, comme je l'ai expliqué avant, on a vraiment choisi d'en faire bénéficier nos épargnants parce qu'on considère que c'est notre travail de gérant, quand on fait de la performance, de la redistribuer et de la redistribuer le plus vite possible. Ça leur appartient surtout. Ça leur appartient, exactement. Comme le dit Baptiste, en revanche, libre à chacun, s'il n'y a pas de besoin de bénéficier de cet argent, de le réinvestir immédiatement. C'est pour ça qu'on a mis en place depuis longtemps maintenant le réinvestissement. Alors sur les plus-values, c'est assez récent. Sur les plus-values, c'est récent. mais en tout cas, on avait la volonté de mettre en place ce service-là pour que justement vous puissiez en bénéficier. Parce qu'on nous le demandait. Comme ce soir. Une question de Herman G, ça sera certainement une des dernières. Est-il prévu des ventes d'immeubles sur Quorum XL à l'image de ce qui a été fait sur Quorum Origine? Oui, il y a des ventes en cours sur Quorum XL. Et il y en aura de plus en plus.
On doit La dernière, c'était en 2024. La dernière, c'était en un 2024. centre commercial de mémoire. Tout à fait, en Écosse, à Glasgow. Il y en a en cours sur Quorum XL. On a des contraintes aussi, parce que pour ceux qui ont suivi, le marché du Royaume-Uni a beaucoup bougé avec une livre qui est assez basse en ce moment, ce qui est une super opportunité à l'acquisition, mais c'est un peu moins intéressant à la vente. Mais il y a la possibilité peut-être de vendre aussi dans d'autres pays, ou de vendre quand même au Royaume-Uni, parce qu'on a eu la chance sur Quorum XL de réaliser beaucoup d'investissements à un moment où la livre était très basse. Et donc, on a parfois acheté des immeubles sur des taux. Aujourd'hui, on est entre 1,14 et 1,15. Donc, un pound vaut 1,14, 1,15 euros. On a eu la chance à certains moments d'acheter sur une livre encore plus basse, quand un pound valait 1,06, 1,07. Donc, ces immeubles-là, ils peuvent être éligibles à la vente. Ça fait partie des choses sur lesquelles on travaille. Et il y a aussi d'autres possibilités. Mais oui, normalement, il devrait y avoir des ventes sur Quorum XL en 2025 et en 2026, puisqu'on travaille sur un cycle qui est déjà enclenché sur plusieurs immeubles. Ok, merci beaucoup. Je crois qu'on a respecté le temps qui nous était imparti. J'espère que vous avez pu en apprendre un peu plus sur le contexte, peut-être que vous n'avez pas appris, mais sur les perspectives, sur les performances à date et celles que nous attendions pour l'année 2025. Nous avons essayé de répondre à un maximum de questions. Peut-être que toutes n'ont pas pu être posées, mais en tout cas, nous les avons. Nous nous permettrons de vous recontacter pour y répondre pour celles que nous n'aurions pas pu aborder. Et je vous souhaite une très bonne soirée et nous aurons l'occasion de vous inviter à un nouveau webinaire assez prochainement. Merci beaucoup, bonne soirée et merci messieurs. Merci. Merci.